Chaque après-midi, elle sortait de l'entrepôt, des cartons vides dans les bras. Tous juraient qu'elle était une voleuse, jusqu'à ce qu'un millionnaire décide de la suivre en silence. Et ce qu'il découvrit au bout de ce chemin le fit s'effondrer en larmes en pleine rue. « Arrêtez-la, cette femme emporte quelque chose du dépôt. » Le cri de Marc Dubois déchira l'air de la cour de chargement comme un coup de fouet. Cécile Leclerc se figea à 3 pas du portail de sortie, un carton serré contre sa poitrine, les jointures blanches à force de le tenir. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle ferma les yeux un instant, respira profondément, et seulement alors tourna son visage vers l'homme qui s'approchait comme un taureau blessé, transpirant, la pointant du doigt. Les collègues qui préparaient les commandes dans les allées des entrepôts logistiques Île-de-France commencèrent à sortir un par un, attirés par le tumulte, certains avec des pinceaux et du ruban adhésif encore à la main, d'autres laissant leurs scanners sur les étagères. La routine de fin de journée était brisée, et rien n'amuse plus les gens ennuyés qu'une humiliation publique. « Madame Leclerc, ouvrez ce carton tout de suite », ordonna Marc, se plantant devant elle, les bras croisés sur son ventre. « Les vols dans ce dépôt vont cesser aujourd'hui, et vous allez servir d'exemple à tous ceux qui, ici, se croient malins. » Cécile ne répondit pas. Elle baissa les yeux vers le sol poussiéreux. Elle serra les lèvres jusqu'à les rendre presque blanches. Un petit groupe de travailleurs formait déjà un demi-cercle autour d'eux. Certains sortaient discrètement leur téléphone portable. « Êtes-vous sourde, femme ?» répéta Marc, un ton plus haut. « Je vous ai dit d'ouvrir ce carton. Soit vous l'ouvrez ici, devant tout le monde, soit j'appelle la sécurité et je vous remets menotté aux agents de la rue. C'est vous qui choisissez. » Les mains de Cécile tremblèrent légèrement, non par peur mais par une rage contenue, par le poids de tant d'après-midi à supporter des commentaires, des regards de travers, des murmures dans son dos. Mais cette fois, c'était allé trop loin. Cette fois, il y avait une scène, un public, des caméras. Elle respira profondément. Elle fit un pas vers un banc en métal rouillé, près du portail. Elle posa le carton délicatement, comme s'il contenait de la porcelaine ancienne. Elle souleva les rabats un par un et s'écarta d'un pas, laissant tout le monde voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Rien. L'emballage était complètement vide. Un murmure parcourut le cercle de témoins. Quelqu'un laissa échapper un rire nerveux. Un autre siffla avec moquerie. Marc Dubois se pencha sur le carton, passa sa main sur le fond comme s'il s'attendait à trouver un compartiment secret. Il le retourna, le secoua, le regarda à contre-jour du crépuscule. Rien, absolument rien. « Et ça, qu'est-ce que ça signifie ?» grogna-t-il, levant les yeux vers elle, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que vous manigancez, Leclerc? Me ridiculiser devant mes employés? Vous croyez que c'est un jeu ?»« Je ne manigance rien, monsieur Dubois, » répondit-elle finalement d'une voix si calme qu'elle semblait venir d'une autre réalité. « C'est vous qui m'avez arrêté, c'est vous qui avez crié. Je sors simplement de ma journée de travail, comme je le fais tous les jours. Avec un carton vide, corrigea-t-elle, que l'entreprise allait jeter à la poubelle en fin de journée. Et du fa, je le fais depuis longtemps, avec la permission de l'ancien responsable. Ça n'a jamais posé de problème à personne. Eh bien, avec moi, c'est un problème, cracha Marc. Se redressant, il se tourna vers les travailleurs rassemblés. Que tout le monde écoute. À partir de maintenant, il est interdit à tout employé de sortir des cartons, du matériel, des sacs ou quoi que ce soit de cet entrepôt, même si c'est de la poubelle. Vous avez compris? Ici, on ne donne rien. Rien. Le silence qui suivit fut gênant. Certains baissèrent les yeux, d'autres hochèrent la tête. Personne n'osa défendre Cécile. Personne. Ce qu'aucun des présents ne savait, c'est que, posté à une trentaine de mètres du portail, venant juste de descendre d'un fourgon blindé, Alexandre Delacroix avait observé toute la scène en silence. Il était arrivé au dépôt sans prévenir, comme il le faisait toujours quand il voulait connaître la vérité sur le fonctionnement de l'une de ses entreprises. Des inspections surprises, sans protocole, sans comité d'accueil, sans photographe. Le propriétaire du groupe Delacroix Logistique avait l'habitude d'entrer par la porte des travailleurs, pas par la porte des cadres. Il disait qu'un entrepreneur qui ne connaît ses gens qu'à travers des rapports finit par gérer des fantômes. Cet après-midi-là, Alexandre était venu avec l'intention de parcourir les allées, de parler à 3 ou 4 ouvriers au hasard et de retourner à son bureau avant la nuit. Il ne s'attendait pas à tomber sur cette scène au pied du portail de sortie. Il se tint à l'écart, les mains dans les poches de son costume formel, observant, écoutant, enregistrant chaque détail dans sa mémoire. C'était un homme grand, aux larges épaules, les cheveux coiffés en arrière et une expression qui semblait toujours occupée à calculer quelque chose. Ses yeux, cependant, avaient à ce moment-là une intensité différente, car il ne pouvait les détacher d'elle, de la femme au carton vide, de la façon dont elle gardait les épaules droites malgré l'humiliation, de comment ses mains, bien que tremblantes, ne lâchaient pas sa dignité, de comment elle répondait sans crier, sans supplier,
sans trop se justifier. Il y avait quelque chose chez cette femme qui ne cadrait pas avec la scène, quelque chose qu'Alexandre ne parvenait pas encore à identifier, mais qui remuait quelque chose au fond de sa poitrine, une sorte d'écho lointain, comme quand on entend une chanson qu'on jurait ne pas connaître, mais que le corps se souvient d'une part. « Monsieur Dubois, puis-je me retirer maintenant ?» demanda Cécile, refermant les rabats du carton et le reprenant dans ses bras. « La journée est terminée depuis un moment. J'ai des engagements ?»« Des engagements ?» rit Marc de ce rire court et acide de celui qui jouit d'un petit pouvoir. « Vous avez des engagements? Lesquels, madame? Trouver un autre dépôt pour emporter des cartons ?» Certains travailleurs rirent, d'autres détournèrent le regard, mal à l'aise. C'est alors que Cécile fit quelque chose que personne n'attendait. Elle leva le regard, le planta directement dans les yeux de Marc Dubois et parla avec une clarté qui glaça toute la cour. « Vous pouvez me fouiller 1000 fois, monsieur. Vous pouvez briser chaque carton qui sort de mes bras. Vous pouvez demander à mes collègues de filmer des vidéos et de les diffuser dans tout le quartier. Vous pouvez faire ce que vous voulez de mon nom, mais vous ne trouverez jamais dans mes mains ce que vous cherchez, car ce que j'emporte d'ici ne rentre dans aucun carton. Et même si je voulais vous le montrer, vous n'auriez pas les yeux pour le voir. » Le silence qui suivit fut dense, poisseux, de ces silences qui restent suspendus dans l'air pendant plusieurs secondes, avant que quelqu'un n'ait le courage de les briser. Marc ouvrit la bouche pour répondre, la referma, la rouvrit, rien n'en sortit. Son visage était devenu rouge jusqu'aux oreilles, et les plis de son cou vibraient d'une rage qu'il ne parvenait pas à traduire en mots. « Sophie Martin !» cria-t-il alors, cherchant refuge dans l'autorité d'un supérieur, « que la responsable des ressources humaines vienne immédiatement. Cette femme se présentera demain matin à la première heure à un entretien disciplinaire. Nous verrons bien si elle se montre aussi jolie devant le conseil des prud'hommes. » Une des collègues courut vers le bâtiment administratif. Cécile ne bougea pas, elle resta là, debout, l'emballage entre les bras, attendant. C'était comme si elle avait déjà vécu 1000 fois cette même scène dans sa tête et s'était préparée à toutes les variantes possibles. Sophie Martin arriva à pas pressés, une tablette électronique sous le bras et les sourcils froncés. C'était une femme stricte, aux mouvements assurés, qui avait bâti sa carrière au sein de l'entreprise à force de règles et de signatures. Elle ne se laissait pas facilement impressionner, mais quand elle vit la scène, quand elle vit Marc souffler comme une cocotte minute et Cécile tenir le carton avec cette quiétude irritante, quelque chose dans son expression changea à peine un instant. Une ombre, un doute. Elle connaissait Madame Leclerc. Elle savait qu'elle ne manquait jamais, qu'elle ne tombait pas malade, qu'elle ne se plaignait pas. « Que se passe-t-il ici, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Marc fit son récit. Il exagéra les détails. Il ajouta des nuances qui n'avaient jamais eu lieu. Il parla de vols systématiques, de manque de respect, de mauvaise influence pour les autres employés. Cécile ne l'interrompit pas une seule fois. Elle se contenta de baisser les yeux vers le carton entre ses bras, comme si elle parlait en silence à quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur. Quand Marc eut fini, Sophie demanda à voir la boîte. Cécile la lui tendit sans résistance. La responsable des ressources humaines l'examina attentivement, l'inclina, la secoua, la palpa à l'intérieur, vide. « Monsieur Dubois », dit Sophie en rendant l'emballage à Cécile, « il n'y a aucun vol ici. Si vous voulez formaliser une plainte, vous devez le faire par écrit et avec des preuves concrètes, pas avec des suspicions. Mais, Madame Martin, et je vais vous rappeler autre chose, continua-t-elle, en haussant à peine le ton. Le protocole de l'entreprise interdit les fouilles publiques des employés. S'il y a suspicion, le travailleur est convoqué en privé avec un représentant du service administratif présent. Ce que vous venez de faire devant tous ses collègues sera inclus dans mon rapport, mais pas dans le sien, dans le vôtre. Certains travailleurs échangèrent des regards, d'autres acquiescèrent discrètement. Marc resta bouche bée. Il ne s'attendait pas à cela. « Madame Leclerc, vous pouvez vous retirer », indiqua Sophie, se tournant vers Cécile d'un geste professionnel. « Je regrette cet incident. Nous en reparlerons plus calmement. » Cécile acquiesça à peine de la tête. Elle ne sourit pas, ne remercia pas. Elle arrangea simplement mieux le carton entre ses bras, lissa ses cheveux attachés et se dirigea vers le portail, sans regarder personne. Ses pas résonnèrent fermement sur le sol en ciment. Quand elle passa près de l'endroit où Alexandre observait toujours en silence, elle ne le remarqua pas. Elle ne sut pas que le propriétaire de toute cette entreprise venait d'assister à la scène complète. Elle ne sut pas qu'à partir de ce moment, sa vie allait prendre un tournant qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Alexandre la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle sorte par le portail. Puis il resta immobile quelques secondes de plus, traitant l'information, jusqu'à ce qu'il se tourne vers son chauffeur, Pierre Lambert, qui attendait discrètement à quelques mètres. « Pierre, oui monsieur. Je veux savoir où va cette dame. »« Comment monsieur ?»« Cette dame, celle du carton vide. Je veux savoir où elle va après être sortie du dépôt. » Tous les jours,
Je veux le savoir aujourd'hui même. Le chauffeur hésita un instant. Il avait vu Alexandre Delacroix prendre de nombreuses décisions étranges au fil des années de service, mais cet éclat dans ses yeux était nouveau. Ce n'était pas l'éclat de l'homme d'affaires, c'était l'éclat d'un homme qui venait de voir un fantôme et ne le savait pas encore. Cécile marcha 3 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus urbain, le carton équilibré entre ses bras. Elle monta avec lui comme si elle transportait quelque chose de fragile. Elle s'assit sur un siège au fond, près de la fenêtre. Elle appuya son front contre la vitre et laissa les bâtiments défiler flous devant ses yeux. Personne dans ce bus n'imagina ce qu'elle portait au fond de sa poitrine. Le bus traversa la zone commerciale, franchit le pont sur la Seine, entra dans des quartiers plus modestes. Les larges avenues firent place à des ruelles, l'asphalte au pavé, les pavés à la terre. Cécile descendit à un arrêt sans abri au bout de la ligne, dans un secteur connu sous le nom de la Cité des Lilas, un quartier où les gens se saluaient par leur nom et où les chiens dormaient au milieu des rues. Derrière elle, à plus de 100 mètres de distance, une voiture sombre et discrète avançait lentement. À l'intérieur, Alexandre Delacroix serrait les poings sur ses genoux. Il reconnaissait l'adresse, reconnaissait l'air, reconnaissait l'odeur de bois brûlé mêlée à celle du pain frais, mais il ne voulait pas encore l'admettre. Cécile marcha sur un sentier de terre entre des maisons en briques brutes et des clôtures en bois tordu. Quelques enfants jouaient avec un ballon dégonflé. Une vieille dame balayait le devant de sa maison. Tous saluaient Cécile par son nom. Ils lui souriaient, lui offraient de l'eau. Elle saluait en retour avec une tendresse qui la faisait paraître comme une autre personne, complètement différente de cette femme silencieuse de l'entrepôt. « Madame Cécile, vous êtes arrivée !» cria un petit garçon en courant l'embrasser. Elle s'agenouilla, lui caressa la tête, lui mit le carton vide entre les mains comme si elle lui offrait un cadeau. L'enfant rit, la bouche ouverte, montrant de petites dents tordues, et s'enfuit en courant vers le fond du sentier, l'emballage sur la tête, en criant « Les cartons sont arrivés! Les cartons sont arrivés !» Alexandre arrêta la voiture sur le côté de la rue. Il descendit. Il parcourut à pied les derniers mètres, se cachant derrière un poteau électrique rouillé. Son cœur battait la chamade. Quelque chose au fond de lui disait qu'il connaissait déjà ce chemin, que ses pieds avaient foulé cette même terre auparavant, bien avant, quand il ne savait pas encore ce qu'était l'argent, la trahison, ni l'oubli. Il tourna le coin et le vit. Au bout du sentier, entouré d'une clôture en bois rafistolé, s'élevait une humble construction, des murs en parpaing peints d'une couleur que le soleil avait délavé, un toit de tôle métallique rafistolé, un large portail ouvert par où entraient et sortaient des femmes avec des sacs et des enfants en courant. Au-dessus du portail, une planche de bois usée avec des lettres sculptées à la main, Alexandre plissa les yeux pour lire. Le foyer de l'Aube, fondé par Madame Solange Fournier. Les jambes d'Alexandre Delacroix fléchirent. Un poids invisible tomba sur sa poitrine. L'air lui manqua soudainement. Il recula d'un pas, cherchant appui contre le mur d'une maison voisine. Sa main gauche s'accrocha à la brique. La droite monta tremblante jusqu'à sa bouche. Ce nom gravé dans le bois, ce nom qu'il avait enterré presque toute une vie avec les souvenirs d'une enfance que personne n'avait jamais su avoir existé. Solange Fournier, la femme qu'il avait sauvée quand il n'était qu'un tout petit enfant. La femme qui avait accueilli sa mère mourante dans un refuge perdu au milieu de la boue. La femme dont il avait promis d'honorer le nom et qu'il n'avait jamais, en tant d'années de succès et de fortune, cherché à retrouver. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il. Sa voix sortit déchirée, presque inaudible. Ses yeux se remplirent de larmes sans prévenir. Ce n'est pas le même endroit. Et tandis que son regard parcourait la façade de cette humble petite maison, Alexandre Delacroix, le propriétaire du groupe Delacroix Logistique, l'homme le plus redouté dans les conseils d'administration de 3 pays, sentit pour la première fois depuis des décennies que quelqu'un lui passait une main froide sur la nuque, la main de son passé. Et une vérité qu'il avait enterrée depuis qu'il avait appris à marcher, était sur le point de le frapper au visage avec la force de tout ce qu'il avait un jour refusé de se souvenir. Alexandre Delacroix ne parvenait pas à bouger du mur de briques où il s'était appuyé. Les larmes coulaient sans permission, glissant sur ses joues jusqu'à se perdre dans le col de sa chemise. Il n'avait jamais pleuré ainsi dans une rue publique. Il n'avait jamais laissé personne le voir les épaules tombantes, ni la bouche tremblante, ni le souffle court, comme celui d'un homme qui venait de reconnaître le visage d'un fantôme très cher. De l'autre côté du sentier, à l'intérieur de la clôture en bois rafistolé, on entendait des rires d'enfants, des voix de femmes se donnant des ordres aimables, le cliquetis d'une lourde casserole sur la cuisinière, les sons quotidiens d'une maison qui nourrissait beaucoup de monde et ne se vantait de rien. Alexandre se passa la main sur les yeux, respira profondément, tenta de remettre de l'ordre dans les fragments de sa mémoire qui s'étaient éparpillés, d'un coup comme des pièces d'un ancien puzzle que quelqu'un venait de piétiner. Solange Fournier. Le nom revenait encore et encore le frapper aux tempes. Cette femme aux longues tresses, aux mains épaisses,
au tablier toujours éclaboussé de farine. Cette femme qui avait accueilli sa mère malade et sans abri, quand le reste du monde leur avait fermé les portes. Cette femme qui l'avait assis sur ses genoux, lui, un tout petit enfant, et lui avait donné le premier plat chaud qu'il se souvenait avoir mangé dans sa vie. Il s'écarta lentement du mur où il se tenait. Il recula de quelques pas. Il ne voulait pas être vu par aucune des femmes qui entraient ou sortaient du portail. Pas encore. C'est ainsi qu'il retourna à la voiture où Pierre Lambert l'attendait, l'expression discrète. Il s'assit sur le siège arrière, ferma la porte doucement. Il resta silencieux pendant plusieurs minutes, regardant le plafond du véhicule. « Nous partons, monsieur ?» demanda le chauffeur avec prudence. « Pas encore », répondit Alexandre d'une voix brisée. « D'abord, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si c'est vraiment elle qui a fondé cet endroit. J'ai besoin de savoir qui est cette femme qui sort chaque après-midi du dépôt avec un carton vide entre les bras. » Pierre acquiesça. Il ne posa pas de questions. Il avait appris au fil des ans à ne pas poser de questions lorsque les yeux de son patron avaient cet éclat particulier. L'éclat qui ne se résolvait pas avec de l'argent. Pendant ce temps, à l'intérieur du foyer de l'Aube, Cécile avait franchi le portail et avait déposé le carton sur une longue table en bois qui occupait le centre d'une cour intérieure. Sur cette table se trouvaient déjà d'autres emballages empilés, certains ouverts, d'autres coupés en deux, d'autres démontés et étalés comme des draps de carton. « Tante Cécile, vous nous avez apporté d'autres cartons aujourd'hui ?» lui demanda une petite fille en lui tirant la manche, les yeux brillants. « Oui, mon amour, un grand pour que Madame Brigitte puisse finir le berceau du bébé de Madame Clara. » La petite applaudit des deux mains et s'enfuit en courant pour avertir tout le monde. Cécile sourit, un sourire fatigué, mais sincère, et retira le sac à dos qu'elle portait sur l'épaule. Elle le laissa accroché à un clou près de l'entrée. Elle marcha jusqu'à la cuisine, où plusieurs dames distribuaient des assiettes de soupe fumante à des enfants assis sur de longs bancs. « Cécile est arrivée », annonça une des femmes. « Viens, ma fille, goûte cette soupe, elle est à se lécher les doigts. Brigitte, plus tard, je veux d'abord demander quelque chose. » Madame Brigitte, une femme robuste, aux bras fermes et à la voix joyeuse, sécha ses mains sur un torchon accroché à son épaule et se tourna vers Cécile avec une expression attentive. Elle était responsable de tout ce qui touchait à la menuiserie simple, à la couture et aux activités manuelles au sein du foyer. Les berceaux en carton pour les nouveau-nés, les coffres pour ranger les vêtements donnés, les étagères pour les quelques livres qu'il possédait. Tout cela, Brigitte le construisait de ses propres mains, avec les cartons que Cécile lui apportait chaque après-midi. « Qu'est-ce qui se passe, ma petite ? Tu as l'air effrayée. » Cécile baissa la voix, se rapprocha. « Aujourd'hui, j'ai failli ne pas pouvoir apporter le carton. Le nouveau superviseur a voulu me dénoncer devant tout le monde. Il a crié que j'étais une voleuse. Il m'a fait ouvrir le carton devant mes collègues. C'était horrible, Brigitte. » Madame Brigitte laissa échapper un mot doux entre ses dents et posa ses deux mains sur les épaules de Cécile. « Oh, ma fille, et qu'est-ce qui s'est passé ?» La responsable des ressources humaines est intervenue et l'a remis à sa place. Mais il ne va pas en rester là. Je le connais. Demain, il cherchera un moyen de me nuire. Et si on me licencie, Brigitte? Si on me licencie? Elle ne termina pas la phrase. Ce n'était pas nécessaire. Si Cécile perdait cet emploi, le foyer perdait son principal soutien, car ce que personne en dehors de ces murs ne savait, c'est qu'une grande partie du petit salaire de Cécile servait à acheter du riz, de l'huile, du lait en poudre, des fruits pour les enfants du foyer. Le peu qui lui restait suffisait à peine à payer la petite chambre louée où elle dormait. « Ma fille, ne t'inquiète pas pour ça maintenant », lui dit Brigitte d'une fermeté douce. « Une chose à la fois, ta mère, paix à son âme, avait l'habitude de dire que les problèmes se résolvent comme on cuisine les lentilles, un par un, à feu doux. » Cécile acquiesça, mais ses yeux se remplirent de larmes en entendant la mention de Madame Solange. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis le départ de sa mère, et il y avait encore des moments où elle tendait la main pour la chercher avant de se souvenir qu'elle n'était plus là. De l'extérieur du portail, toujours caché derrière le poteau rouillé du coin, Alexandre était revenu à pied. Il n'avait pas pu rester dans la voiture. Quelque chose le poussait à se rapprocher, même depuis l'ombre. Il n'entendait que des fragments de voix. Il voyait des silhouettes passer à travers la fente du portail entrouvert. Et chaque détail qu'il captait s'emboîtait, se confirmait, frappait sa poitrine avec plus de force. Cette même structure, cette même cour intérieure, ce même cerisier tordu dans le coin qui donnait encore des fruits après tant d'années. Il avait joué sous cet arbre. Il avait mangé des cerises tombées avec les mains sales, assis sur une pierre plate, qui était toujours là. Sa mère l'observait depuis la porte de la cuisine, malade, mais souriante, pendant que Madame Solange lui préparait une tisane chaude pour calmer sa toux. Les souvenirs arrivaient maintenant par vagues, des images qu'il avait enfouies sous des années de réunions, de signatures, de contrats, de voyages en avion privé. Des images qu'aucun thérapeute coûteux,
aucune retraite spirituelle en montagne, aucune coupe de vieux cognac n'avait jamais réussi à lui arracher de la poitrine. Il sortit son téléphone portable de sa poche, composa un numéro, attendit. « Isabelle, c'est moi !» Isabelle Moreau, son assistante personnelle depuis plus d'une décennie, répondit d'une voix alerte de l'autre côté. « Monsieur Delacroix, dites-moi, j'ai besoin que vous cherchiez un dossier. Dans les anciennes archives de l'entreprise, il y a de nombreuses années, un don fait par ma mère avant de mourir. C'était pour une maison communautaire dans un quartier périphérique. Elle s'appelait le Foyer de l'Aube. Elle était gérée par une dame nommée Solange Fournier. Il y eut un bref silence de l'autre côté. « Monsieur, pardonnez-moi, mais vous ne m'en avez jamais parlé. »« Je n'en ai jamais parlé à personne, » répondit-il, la gorge serrée. « Mais j'en ai besoin maintenant. Ce soir, je veux tous les documents, tous les chèques, toutes les lettres, tout ce que nous avons archivé. Et s'il n'y a rien, je veux que vous me disiez qu'il n'y a rien. Mais cherchez, Isabelle, s'il vous plaît, cherchez. »« Oui, monsieur, je m'en occupe tout de suite. » Alexandre raccrocha, resta le téléphone serré contre sa poitrine pendant plusieurs secondes, car il se souvenait maintenant de quelque chose d'autre, quelque chose qui avait été égaré au fond de sa mémoire, protégé par des années d'orgueil et d'occupation. Avant de mourir, sa mère lui avait demandé une seule chose, une promesse, une phrase prononcée dans un dernier souffle, alors qu'elle lui serrait les doigts contre des draps blancs prêtés par l'hôpital de la Miséricorde, où Madame Solange travaillait en cuisine, draps qui avaient été étendus sur le lit humble de la petite chambre au fond du foyer de l'Aube. « Mon fils, n'oublie jamais Madame Solange. Elle nous a sauvés quand personne d'autre ne voulait nous regarder. Retourne la chercher un jour. Rends-lui ne serait-ce qu'un petit peu de tout ce qu'elle nous a donné. » Il l'avait promis. Il l'avait promis les larmes aux yeux. Et puis, avec les années, avec le succès, avec l'urgence de construire un empire, avec l'orgueil de celui qui croit que le présent efface le passé, il avait laissé cette promesse se couvrir de poussière. Il s'appuya contre le poteau, ferma les yeux. « Pardonne-moi, maman », murmura-t-il dans l'air, les lèvres tremblantes. À l'intérieur du foyer, Cécile s'était déjà assise dans un coin de la cuisine, avec une assiette de soupe entre les mains. La petite Léa, l'enfant la plus agitée du foyer, s'était installée sur ses genoux. Cécile soufflait sur la cuillère avant de la lui donner. « Tante, tu vas me raconter encore une fois l'histoire de grand-mère Solange ? Laquelle veux-tu aujourd'hui, mon amour ? Celle où elle a sauvé le petit garçon maigre de l'hôpital. » Cécile sourit avec tendresse. C'était l'une des histoires préférées des enfants du foyer, une histoire que sa mère lui avait répétée 1000 fois tout au long de sa vie et qu'elle, sans savoir pourquoi, conservait en mémoire avec une étrange précision, comme si ce petit garçon maigre avait été quelqu'un d'important pour le destin de tous. « Il y a très longtemps, » commença Cécile d'une voix de conteuse. Grand-mère Solange travaillait dans la cuisine d'un hôpital de la Miséricorde, un humble hôpital pour les gens qui n'avaient pas d'argent pour payer les médicaments. Et un jour, une dame très malade arriva, tenant son petit garçon par la main. Léa ouvrit grand les yeux. La dame pouvait à peine parler tellement elle toussait, et l'enfant, maigre et silencieux, serrait fort la jupe de sa maman comme s'il avait peur que le vent ne l'emporte. Personne ne voulait les recevoir nulle part, ni refuge, ni foyer, ni église. Ils disaient qu'il n'y avait plus de place, qu'ils n'avaient pas de budget, qu'ils étaient déjà pleins. Et grand-mère Solange, qu'a-t-elle fait, tante ? Grand-mère Solange sortit de l'hôpital avec son tablier encore enfilé, marcha jusqu'à l'endroit où ils étaient assis sur le banc extérieur, leur prit la main et leur dit « Venez avec moi à ma maison, là où 2 mangent, 4 mangent, et là où il y a un cœur, il y a un abri. » Les yeux de Léa se remplirent de petites larmes. Elle les a amenés ici, dans ce petit foyer. La maman est restée jusqu'à ce qu'elle repose en paix. Et l'enfant a grandi un peu avec nous. Et puis un parent éloigné est venu le chercher et l'a emmené. Et il est revenu nous voir un jour, tante ? Cécile fit une pause. Elle regarda vers le portail sans savoir pourquoi. Non, mon amour, cet enfant n'est jamais revenu. Ma mère l'a attendu toute sa vie, mais cet enfant n'est jamais revenu. Dehors, caché contre le poteau, Alexandre Delacroix s'assit sur le trottoir poussiéreux. Il se couvrit le visage de ses 2 mains parce que ce petit garçon maigre du conte, c'était lui. Et il venait d'entendre de ses propres oreilles ce que le monde avait pensé de son oubli. Alexandre Delacroix resta assis sur le trottoir pendant un temps qui lui sembla éternel. La poussière du sentier s'était collée à son pantalon fin, mais il ne s'en souciait pas. Pour la première fois depuis de nombreuses années, rien ne lui importait vraiment, sauf la voix qui continuait de résonner au fond de sa poitrine comme une cloche lointaine. Cet enfant n'est jamais revenu. Cet enfant n'est jamais revenu. Il se leva avec difficulté, ses jambes semblaient de coton. Il marcha lentement jusqu'à la voiture, où Pierre Lambert l'attendait avec l'expression de celui qui sait qu'il ne doit rien demander. « Partons, Pierre, pour l'instant. »« Au bureau, monsieur ?»« Non,
à la maison. J'ai besoin de penser et j'ai besoin de lire les documents qu'Isabelle est en train de chercher. La voiture s'éloigna lentement du quartier de la Cité des Lilas. Alexandre regardait par la fenêtre sans voir. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer une par une, comme si quelqu'un allumait des bougies pour une prière collective. Cette nuit-là, enfermé dans le bureau de son immense maison, Alexandre reçut des mains d'Isabelle Moreau un dossier jaune couvert de poussière. L'assistante l'avait trouvé dans un classeur oublié au sous-sol de l'entreprise, dans une boîte étiquetée de lettres décolorées, dons personnels, Madame Catherine Delacroix, le nom de sa mère. Alexandre écarta une coupe d'eau et étala le dossier sur le bureau. Ses mains tremblaient. À l'intérieur, il y avait des reçus signés, des lettres écrites d'une écriture rondelette, des photographies en noir et blanc et une feuille pliée en 4, jaunie par les années. Il l'ouvrit avec précaution. C'était une lettre de sa mère adressée à Madame Solange Fournier. « Chère Solange, ma sœur de cœur, si tu lis ceci, c'est que mon temps est accompli. Le médecin m'a donné quelques semaines. N'aie pas peur, je pars en paix, grâce à toi. S'il te plaît, prends toujours soin de ce petit foyer que tu as ouvert de tes propres mains. Et si un jour mon Alexandre revient, rappelle-lui qui était sa mère. Rappelle-lui qu'il est né de l'amour, pas du luxe, et qu'un homme vaut ce qu'il fait pour les autres, pas ce qu'il accumule pour lui-même. Je te laisse ici tout l'argent que j'ai réussi à économiser en vendant mes boucles d'oreilles en or, les seules qui me restaient. Utilise-le pour les enfants du quartier, pour le lait, pour les cahiers. Je continuerai à veiller sur toi depuis le ciel, ton éternelle sœur Catherine. » Alexandre ferma les yeux. Une larme tomba sur la feuille jaunie. Il n'avait pas seulement manqué à Madame Solange, il avait manqué à sa propre mère. Au bas de la lettre, il y avait une liste écrite de la petite écriture de Solange Fournier, détaillant chaque chose que cet argent avait acheté au cours des années suivantes. Des couches, des médicaments, une nouvelle chaudière, des livres de primaire, un cerisier planté dans la cour, un cerisier. Alexandre laissa tomber le papier sur la table et se couvrit la bouche de ses 2 mains. Pendant ce temps, dans la petite chambre louée où Cécile vivait, la nuit pesait également. Elle avait retiré ses chaussures, s'était lavé le visage à l'eau froide et s'était assise devant une petite table en bois avec 3 photos encadrées dessus. Une de sa mère, Madame Solange, souriante avec son tablier, une autre de Cécile enfant, juchée sur les épaules d'une femme âgée, et une troisième, la plus usée de toutes, où sa mère apparaissait aux côtés d'une autre dame mince et malade, serrant dans ses bras un tout petit garçon aux grands yeux. Cécile caressa cette 3e photo du pouce. « Qui es-tu maintenant, petit garçon ?» murmura-t-elle. « Ma mère t'a toujours regretté. Elle se demandait toujours si tu mangeais bien, si quelqu'un te racontait des histoires avant de dormir. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette nuit-là, elle ressentit une étrange impulsion de coller cette photo au miroir, comme si quelqu'un pouvait la voir et la reconnaître. Elle le fit, et se coucha sans savoir qu'à quelques kilomètres de là, le petit garçon maigre de la photo pleurait comme un adulte sur une lettre de sa mère. Au lever du jour suivant, Cécile arriva aux entrepôts logistiques Île-de-France avec la même routine habituelle. Elle salua le portier, pointa son entrée, se dirigea vers l'allée où elle préparait les commandes du matin, mais quelque chose était différent. Les collègues la regardaient du coin de l'œil, certains cachaient leur téléphone portable en la voyant passer, d'autres murmuraient doucement entre eux. Un même rit. Un rire bref et forcé quand elle passa devant. Cécile sentit un nœud à l'estomac, mais ne dit rien. Une collègue, Sandrine Leroy, s'approcha d'elle, l'air effrayé, et lui parla à voix basse. « Ma fille, tu dois voir. » Cette nuit, quelqu'un a mis la vidéo sur les réseaux. Quelle vidéo? Celle d'hier, quand le superviseur t'a arrêté au portail et t'a fait ouvrir le carton devant tout le monde. Elle a déjà des milliers de vues. Ils disent des choses horribles de toi dans les commentaires. Que tu es une voleuse, que tu devais servir d'exemple aux autres. Regarde. Sandrine lui montra l'écran de son téléphone. Là, il y avait la vidéo, Cécile debout près du banc en métal avec le carton ouvert, tandis que Marc la pointait du doigt en criant. Un grand titre écrit par un moqueur disait « Employé sans vergogne prend des choses du dépôt et se fait prendre la main dans le sac. » Plus de 40 000 vues en une nuit. Cécile déglutit. Le monde entier se rétrécit autour d'elle. Elle s'appuya sur une boîte de l'étagère pour ne pas tomber. « Je n'ai pas de mots, Sandrine. Personne n'a demandé. Personne n'a voulu savoir pourquoi j'emportais ce carton. Ils l'ont juste pris comme divertissement. Ma fille, ne reste pas seule. » Plusieurs collègues disent déjà que c'était mal, que Dubois a dépassé les bornes, mais il se pavane partout, comme un paon. Fais attention. Il dit qu'aujourd'hui il va obtenir la signature pour te licencier. À l'étage supérieur, dans le bureau vitré de la direction, Marc Dubois frappait la table du poing en parlant à 2 sous-directeurs. Son visage était rouge, les veines de son cou saillaient. Je ne permettrai pas que cette femme me ridiculise. La vidéo est déjà partout. On me qualifie de superviseur abusif. Moi,
alors que c'est elle qui a emporté du matériel de l'entreprise. Il faut la licencier aujourd'hui même. Aujourd'hui, vous avez bien entendu, avant midi. Un des sous-directeurs, un homme prudent nommé Antoine Laurent, tenta de calmer les esprits. « Marc, calme-toi. Cela doit être approuvé par Sophie Martin et au-dessus d'elle par M. Delacroix lui-même. Nous ne pouvons pas ignorer le protocole. Il faut attendre. » « Alors, que M. Delacroix vienne !» cria Marc, « qu'il descende de son piédestal et qu'il voie de ses propres yeux qui il a à son service ici. » Ce que Marc ne savait pas, c'est que M. Delacroix avait déjà vu de ses propres yeux et qu'il était sur le point d'entrer par la porte de ce bureau en quelques minutes. Au foyer de l'Aube, le matin s'était également levé avec du mouvement. Brigitte Girard terminait d'assembler le berceau en carton pour le bébé de Madame Clara Bernard, une jeune femme arrivée au refuge quelques jours auparavant, sans famille et sans savoir où aller. Le petit était né la veille au soir dans un hôpital public et reviendrait cet après-midi-là dans les bras de sa mère. Brigitte avait doublé le carton de tissu doux donné. Elle avait peint des petites étoiles sur les parois avec de la peinture acrylique restante. Elle avait renforcé la base avec une autre couche de carton épais, de ceux que Cécile apportait du dépôt. Le berceau était magnifique, humble, mais fait avec un amour véritable. « Clara est arrivée avec le bébé », annonça une des dames depuis la porte. Madame Clara entra, l'enfant enveloppé dans une couverture. Ses yeux étaient fatigués mais brillants. Quand elle vit le berceau peint d'étoiles, elle s'arrêta net. Elle porta la main à sa bouche et fondit en larmes. « Brigitte, c'est vous qui avez fait ça pour mon enfant ?»« Bien sûr, ma fille. Cet enfant est le nôtre maintenant. Bienvenue dans cette maison. Viens, couche le petit ange ici. » Clara déposa le bébé avec précaution sur les tissus doux. Le petit ouvrit les yeux un instant. Il fit un petit bruit avec les lèvres et se rendormit paisiblement. Toutes les femmes du foyer applaudirent doucement. Certaines pleuraient, d'autres souriaient, le visage transformé. C'était l'un de ces petits moments qui soutenaient toute la vie de cet endroit. Un enfant observait tout depuis un coin. Il avait les bras croisés, ses genoux maigres dépassant de ses pantalons rafistolés et un regard éveillé, trop éveillé pour son âge. Thomas, 12 ans, de grands yeux sombres. Il avait grandi au foyer depuis tout petit, depuis que sa mère l'avait laissé une nuit pluvieuse et n'était jamais revenu. Madame Solange l'avait adopté comme son propre enfant. Et quand Solange était partie, ce fut Cécile qui avait pris en charge le soin silencieux de cet enfant sans rien demander en retour. Thomas ne parlait pas beaucoup, mais il voyait tout et se souvenait de tout. Brigitte le découvrit dans le coin et lui sourit. « Mon enfant, que fais-tu là si silencieux ?» « Je pensais, tante. »« À quoi, mon amour ?»« Au monsieur qui était dehors hier, celui en costume. » Brigitte se tourna lentement vers lui. « Quel monsieur, Thomas ?» Celui qui pleurait adossé au poteau. Je l'ai vu de la fenêtre arrière. Il écoutait l'histoire de tante Cécile et pleurait beaucoup, tante. Comme on pleure quand on a une très vieille douleur. Brigitte sentit un frisson. Elle ne sut pas pourquoi, mais quelque chose remua en elle. Et il t'a vu, mon petit ? Non, tante. Je me suis caché derrière le rideau, mais il avait l'air de quelqu'un qui connaissait cet endroit, comme s'il était déjà venu ici. Brigitte resta silencieuse. Elle regarda l'enfant avec un mélange de tendresse et de questionnement. Thomas, ne raconte cela à personne pour l'instant. Laisse-moi y réfléchir tranquillement. D'accord, tante. Ce même matin, quelques heures plus tard, une voiture sombre se gara devant la clôture en bois du foyer de l'Aube. Du siège arrière descendit un homme grand, vêtu de vêtements beaucoup plus simples que la veille, chemise sobre, pantalon foncé, sans cravate. Il avait décidé de ne pas entrer en homme d'affaires. Il avait décidé d'entrer en ce qu'il était réellement, un fils qui avait mis trop de temps à revenir. Alexandre resta devant le portail un instant, respira profondément, poussa le bois. À l'intérieur, les femmes s'affairaient, certaines lavant, d'autres cuisinant. Les enfants jouaient dans la cour intérieure, sous le cerisier tordu qui donnait encore des fruits. Brigitte fut la première à remarquer l'étranger. Elle s'essuya les mains sur son tablier et marcha vers lui avec une expression prudente. « Puis-je vous aider, monsieur ?» Alexandre ouvrit la bouche. Il voulut parler. Il ne put pas. Il regarda autour de lui la cour, l'arbre, la pierre plate, la cuisine au fond, les rideaux usés. Tout était pareil, tout exactement comme il s'en souvenait. « Je » commença-t-il d'une voix brisée. « Je suis venu ici il y a très très longtemps quand j'étais un tout petit enfant, avec ma maman. » Brigitte porta lentement la main à sa poitrine. Thomas, qui observait depuis la porte de la cuisine, ouvrit de grands yeux. C'était le même monsieur qui avait pleuré adossé au poteau. « Comment vous appelez-vous, monsieur ?» demanda Brigitte avec prudence. « Alexandre. Alexandre Delacroix. Mais ma mère s'appelait Catherine. Catherine Delacroix. Elle est morte ici dans cette maison dans une petite chambre au fond, avec des draps que Madame Solange lui avait apportés de l'hôpital de la Miséricorde où elle travaillait en cuisine. » Brigitte laissa tomber le torchon qu'elle tenait. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Au même instant, depuis la porte de la cuisine,
une voix parla derrière Brigitte, Catherine Delacroix. Alexandre leva la tête et là, debout sous l'encadrement en bois de la porte, avec son tablier et les mains blanches de farine, se tenait Cécile Leclerc. Elle le regardait fixement. Elle ne le reconnaissait pas de visage, mais elle reconnaissait quelque chose de plus profond. Elle reconnaissait le nom de famille, reconnaissait l'histoire, reconnaissait la photo qu'elle avait collée sur le miroir de sa chambre. Le temps s'arrêta entre les deux. Les enfants cessèrent de jouer, les femmes cessèrent de cuisiner. Brigitte cessa de respirer un instant. Cécile fit un pas en avant. Ses yeux se remplirent de larmes. « Vous êtes le petit garçon maigre de la photo. » Alexandre sentit ses jambes fléchir. Il s'appuya contre le tronc du cerisier et acquiesça lentement de la tête. « Oui, dit-il d'une voix brisée, je suis cet enfant, celui qui n'est jamais revenu. Jusqu'à aujourd'hui. » Cécile marcha vers lui lentement, les yeux pleins de larmes chaudes, et sans dire un mot de plus, elle l'embrassa. Elle l'embrassa comme la fille de Solange embrassant un frère perdu. Elle l'embrassa comme le conte de la cour enfin achevé. Et pendant qu'Alexandre pleurait contre l'épaule de cette femme qui la veille encore avait été humiliée dans son propre dépôt, Thomas, depuis la porte de la cuisine, essuyait une larme avec sa manche et sentait que quelque chose d'énorme venait de changer pour toujours. Car dans cette cour de terre, sous un cerisier planté avec les boucles d'oreilles en or d'une mère mourante, l'enfant qui avait oublié était enfin rentré chez lui. Mais aucun des trois n'imaginait qu'au même instant, à l'étage supérieur des entrepôts logistiques Île-de-France, Marc Dubois signait d'une écriture rageuse le document de licenciement immédiat de Cécile Leclerc-Fournier, et que le lendemain, quand elle tenterait de retourner au travail, la porte du dépôt lui serait fermée. L'étreinte sous le cerisier dura ce qu'elle devait durer. Ni une seconde de moins, ni une seconde de plus. Cécile s'écarta finalement avec précaution, sans lâcher complètement les mains d'Alexandre, et le regarda dans les yeux avec une tendresse qu'il ne se souvenait pas avoir jamais reçue dans sa vie d'adulte. « Venez, monsieur Alexandre, asseyez-vous. Je vais vous servir un café et nous parlerons tranquillement. Il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de savoir, et beaucoup de choses que ma mère a laissées en attente pour vous. » Les dames du foyer étaient restées paralysées, observant la scène. Brigitte se passa son tablier sur les yeux. Madame Clara, toujours avec le bébé endormi dans ses bras, murmura une prière à voix basse. Les enfants, qui s'étaient d'abord approchés curieux, avaient compris sans comprendre que ce moment était sacré et s'étaient retirés doucement vers la cour arrière. Seul Thomas était resté près, assis sur la pierre plate près du tronc du cerisier, faisant semblant d'assembler quelque chose avec des morceaux de fil de fer. Mais ses grandes oreilles étaient bien attentives à chaque mot. Alexandre se laissa guider jusqu'à un long banc en bois adossé au mur de la cuisine. Cécile disparut à l'intérieur. Quand elle revint, elle portait 2 petites tasses fumantes et une boîte en fer blanc cabossée, de celle où l'on range les documents importants. Ma mère me l'a laissée avant de partir. Elle m'a dit qu'à l'intérieur, il y avait des lettres, des photos et des souvenirs de personnes qu'elle a beaucoup aimées. Elle m'a fait promettre que si jamais quelqu'un frappait à cette porte avec un air perdu, j'ouvrirais la boîte sans poser de questions. Alexandre posa la main sur le couvercle. Il n'osait pas encore le soulever. « Cécile, vous n'avez aucune idée du poids que vous m'avez enlevé en m'accueillant. Je suis venu ici sans savoir à quoi m'attendre, sans savoir si j'allais être reçu par une porte fermée, par des reproches, par le silence. Et vous m'avez embrassé. Pourquoi ?» Cécile sourit, un petit sourire fatigué, sincère. « Parce que ma mère m'a appris que ceux qui reviennent tard ne sont pas jugés sur le temps qu'ils ont mis. Ils sont accueillis pour le courage qu'ils ont eu de revenir. » Alexandre ferma les yeux. Cette phrase s'enfonça en lui comme une douce aiguille. Il ouvrit la boîte doucement. À l'intérieur, il y avait des photographies fanées, de petites enveloppes jaunies, une courte tresse de cheveux conservée dans un papier plié, et au fond, un carnet relié de tissu usé, écrit à la main de bout en bout avec l'écriture ronde de Madame Solange. Le carnet était un journal où Solange avait noté au fil des ans chaque nom, chaque visage, chaque histoire qui était passée par le foyer de l'Aube. Alexandre le feuilleta d'une main tremblante, jusqu'à trouver une page marquée d'un fil rouge. « Aujourd'hui, j'ai reçu Catherine Delacroix et son petit Alexandre. La pauvre est arrivée avec une très mauvaise toux. L'enfant a les plus grands yeux que j'ai jamais vus de ma vie. Il s'est accroché à ma jupe dès son entrée. Je lui ai donné du lait tiède avec un peu de cassonade. Il a tout bu d'un coup. Il m'a dit de sa petite voix « Madame, vous nous aimez ?» Je lui ai dit oui et lui ai juré intérieurement que je ne laisserai jamais cet enfant avoir faim tant que je serai en vie. » Alexandre ne put continuer à lire, il ferma le carnet et le serra contre sa poitrine. Il pleura en silence, comme les hommes qui passent leur vie sans se permettre de pleurer et d'un coup se retrouvent sans retenue. Cécile ne dit rien, elle posa simplement une main sur son dos et attendit. Pendant que cette retrouvaille se produisait sous le cerisier au foyer de l'Aube,
Le matin avançait avec une tension différente. Marc Dubois avait déjà signé le document de licenciement et l'avait personnellement remis au bureau de Sophie Martin. Il avait exigé que le licenciement soit exécuté le jour même. Il avait invoqué la perte de confiance, le scandale public et l'atteinte à l'image corporative en raison de la vidéo virale. Sophie avait lu le document les sourcils froncés. Elle savait que quelque chose ne collait pas. Un licenciement pour faute grave nécessitait des preuves, et elle avait elle-même personnellement vérifié le carton vide. Il n'y avait pas de délit, pas de vol, absolument rien qui puisse étayer la décision. Mais Marc avait le soutien de 2 sous-directeurs qu'il avait lui-même recrutés au fil du temps, et le protocole, malheureusement, permettait d'exécuter la séparation sous certaines figures administratives. Sophie décrocha le téléphone, appela directement le bureau de M. Delacroix 3 fois. Personne ne répondit. Isabelle Moreau lui répondit par message, écrit que monsieur était en réunion privée inéluctable et ne pouvait être dérangé pour rien au monde. Sophie serra les lèvres, passa la main sur son front et signa le document d'une main, tandis que de l'autre elle ouvrait un deuxième dossier séparé sur son ordinateur, un dossier privé où elle commença à garder des copies de tout, la vidéo, les témoins, le protocole violé, les messages internes. Quelque chose lui disait que cette histoire n'était pas encore terminée et qu'elle aurait besoin de chacun de ces papiers plus tard. Quand Cécile retourna au dépôt cet après-midi-là pour terminer une commande en attente, la surprise la frappa au portail. Le gardien, un homme âgé nommé Bernard Garnier, la regarda avec tristesse et lui parla à voix basse. « Ma fille, je ne peux pas te laisser entrer. J'ai des instructions écrites. On m'a donné l'ordre ce matin. »« Quel ordre, monsieur Bernard ? » ?»« Tu es licenciée, ma fille, à partir d'aujourd'hui. Il est écrit ici pour scandale public et perte de confiance. Je suis vraiment désolé, mais si je te laisse passer, c'est moi qui perds mon travail. » Cécile resta immobile devant le portail pendant plusieurs secondes. Elle ne pleura pas, ne cria pas, ne discuta pas. Elle acquiesça simplement lentement de la tête, comme quelqu'un qui s'était déjà préparé à ce coup depuis la veille. « Je comprends, monsieur Bernard. Merci de m'avoir prévenu avec respect. Ce n'est pas ta faute, ma fille. Il y a autre chose. » Bernard sortit une enveloppe de la poche de sa veste. Il la lui tendit discrètement, regardant de tous les côtés. « Madame Sandrine me l'a laissée tôt ce matin, avec l'instruction de te la remettre seulement si on te refusait l'entrée. Il dit qu'à l'intérieur, il y a tout ce dont tu auras besoin. » Cécile prit l'enveloppe avec précaution, la rangea dans son sac sans l'ouvrir. Là même, elle fit ses adieux au gardien avec un sourire éteint et reprit le chemin à pied, sans même la force de prendre le bus. Elle marcha des kilomètres et des kilomètres sur l'avenue. Le soleil lui frappait le visage. Les voitures passaient à côté d'elle. Personne ne la regardait. Personne ne savait qui elle était. C'était juste une femme de plus marchant avec le poids du monde sur ses épaules. Quand elle arriva sur une petite place, elle s'assit sur un banc de fer. Elle ouvrit l'enveloppe de doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait 2 feuilles manuscrites par Sandrine Leroy. « Ami, quand tu liras ceci, tu ne travailleras plus avec nous. Je le regrette de tout mon cœur, mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Plusieurs collègues organisons quelque chose en douce. Nous avons la vidéo originale non éditée. Nous avons des témoins prêts à parler de la façon dont Dubois t'a humilié sans raison. Nous avons le rapport interne où il est clair que le carton était vide et nous avons aussi quelque chose que tu ne sais pas encore. » Cécile retourna la feuille, le cœur battant. Il y a des mois, Dubois a licencié une autre collègue de l'équipe de nuit, une jeune femme nommée Agnès Dupont. Il a inventé qu'il manquait du matériel au dépôt et l'a accusée devant tout le monde, comme il l'a fait avec toi. Agnès a perdu son travail, a perdu la petite maison où elle vivait, a failli perdre la garde de son enfant faute de salaire. Et puis, quand ils ont vérifié les inventaires, ils ont découvert que le matériel manquant se trouvait dans un entrepôt caché. Dubois lui-même l'avait sorti pour le vendre à l'extérieur, mais quand cela s'est su, il avait déjà étouffé l'affaire avec une signature achetée. Nous avons aussi des preuves de cet autre cas. Et maintenant, avec ta vidéo virale, la fenêtre s'est enfin ouverte pour le démasquer. Cécile sentit l'air lui échapper brusquement de la poitrine. Marc Dubois n'était pas seulement un superviseur abusif, c'était un voleur qui, depuis des années, utilisait des femmes humbles comme paravent pour ses propres délits. Et elle, sans le savoir, était devenue le fil qui pouvait défaire tout le nœud. Cécile plia la lettre, la serra contre sa poitrine, et pour la première fois de l'après-midi, ses yeux versèrent des larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de défaite, c'étaient des larmes de rage se transformant en force. Cette même nuit, au foyer de l'Aube, Alexandre avait voulu partir. Il était resté aider à distribuer le dîner des enfants, même s'il savait à peine servir une assiette. Il avait écouté des histoires sous le cerisier. Il s'était assis sur la pierre plate où il mangeait des cerises enfants, et il avait pleuré en silence tandis que les enfants jouaient autour de lui, sans comprendre pourquoi cet homme élégant avait les yeux rouges. Thomas s'était approché lentement et s'était assis à côté de lui sans parler.
partageant simplement l'espace, comme le font les enfants quand ils sentent que l'adulte à leur côté a plus besoin de compagnie que de mots. « Monsieur Alexandre, dit Thomas après un long silence, quand j'aurai votre âge, je veux avoir du cœur. Je ne veux pas avoir seulement de l'argent parce que l'argent s'épuise, mais le cœur continue de travailler jusqu'au dernier jour. » Alexandre se tourna lentement vers l'enfant. « Qui t'a appris cela, Thomas ?» Tante Cécile. Et avant elle, grand-mère Solange. Elle me racontait qu'un cœur gardé dans un carton vide vaut plus que 1000 cartons pleins d'or. Alexandre sentit un coup dans sa poitrine. Des cartons vides tout ce temps, toutes ces années, tandis qu'il avait vécu obsédé par l'idée de remplir des cartons de billets, de contrats, de chiffres. Cette femme humble avait marché chaque après-midi dans la rue, portant des cartons vides qui étaient en réalité les plus pleins du monde, pleins de sens, pleins de mémoire, pleins d'amour. Au même instant, Cécile entra par le portail du foyer. Elle était fatiguée, ses chaussures sales, son sac à main suspendu à l'épaule, les yeux gonflés, mais avec quelque chose de nouveau dans le regard. Une étincelle, une décision. Alexandre se leva dès qu'il la vit. « Cécile, que s'est-il passé ?» Elle s'approcha, posa son sac sur le banc, respira profondément. « On m'a licencié aujourd'hui, monsieur Alexandre. Dubois a obtenu la signature pour me séparer de votre entreprise. » Alexandre serra les mâchoires. Le sang lui monta aux tempes. « Qu'avez-vous dit ? Qu'on m'a licencié sans preuve, sans audience, sans droit de me défendre. Mais je ne suis pas venu me plaindre à vous. Je ne suis pas venu vous demander de me rendre mon travail. Cécile, non, monsieur. Écoutez-moi, je suis venu vous demander autre chose. » Elle sortit de son sac la lettre de Sandrine Leroy. Elle la lui tendit. Alexandre la reçut d'une main tremblante. Il la lut en silence, ligne par ligne. Quand il eut terminé, ses yeux avaient un éclat différent de celui du matin. Ce n'étaient plus les yeux de l'homme d'affaires froid, ni ceux de l'homme brisé, c'étaient les yeux de l'enfant de la cour du cerisier transformé en guerrier. « Ce n'est pas contre moi, Cécile. C'est contre d'autres Agnès. C'est contre d'autres Cécile. C'est contre toute femme humble qui est passée entre les mains de cet homme dans mes propres entreprises. Exactement, monsieur Alexandre. Et si nous devons nous battre, je veux que nous nous battions non seulement pour moi, je veux que nous nous battions pour toutes celles qui n'ont pas eu cette chance. » Alexandre acquiesça lentement, sortit son téléphone de sa poche, composa un numéro. « Isabelle, j'ai besoin que demain matin, à la première heure, vous organisiez une réunion avec Sophie Martin, les conseillers juridiques et un détective privé. Et j'ai également besoin des dossiers de toutes les travailleuses licenciées pour scandale public ces dernières années. Toutes, sans exception. Je ne veux pas qu'aucune ne nous échappe. » Il raccrocha. Il regarda Cécile. « Demain commence l'autre guerre et cette fois, nous ne la perdrons pas. » La tour corporative du groupe Delacroix Logistique se dressait contre le ciel du lendemain matin comme un géant de cristal. Alexandre entra par la porte principale d'un pas que les employés de la réception n'avaient jamais vu chez lui. Il ne salua pas avec la froideur habituelle, ne demanda pas de café, ne s'arrêta pas devant le miroir du couloir des cadres pour ajuster son col. Il marcha droit vers l'ascenseur privé avec Cécile Leclerc à ses côtés, vêtu de la même simplicité que toujours, son sac en bandoulière sur la poitrine et le regard haut. Les employés se tournaient discrètement, certains reconnaissaient Cécile de la vidéo, d'autres percevaient simplement l'air différent qui entourait cette femme humble marchant aux côtés du propriétaire du groupe. Dans la salle de réunion du 22 étage attendaient déjà Sophie Martin, Isabelle Moreau, deux avocats d'entreprise nommés Laurent Lefebvre et Juliette Rousseau, et un homme à l'expression sereine avec un épais dossier sur les genoux. Le détective privé, Sébastien Lenoir. Alexandre entra et ferma la porte personnellement. Il ne s'assit pas à la place d'honneur. Il tira une chaise ordinaire du côté de la table et la plaça à côté de celle de Cécile. Puis il s'installa à ses côtés. Le geste était petit, mais il disait tout. Cécile n'était pas une invitée à cette réunion. Elle était l'autre voix principale. « Merci d'être venu à cette heure », commença Alexandre d'une voix ferme. « Je serai direct. Ce dont nous allons parler ici ne sortira pas de cette salle tant que je ne l'aurai pas autorisé. Nous sommes face à un problème bien plus grand qu'il n'y paraît, et nous allons l'attaquer à la racine. » Sophie Martin respira profondément et ouvrit son ordinateur portable. « Monsieur Delacroix, avant que vous ne continuiez, je dois vous dire quelque chose. Je savais que le licenciement de Madame Leclerc était injuste. J'ai essayé de vous prévenir, mais je n'ai pas réussi à vous contacter à temps. Malgré tout, j'ai signé le document sous la pression de Dubois et de ses sous-directeurs. Je veux que vous sachiez que tout au long du processus, j'ai gardé des copies privées de chaque preuve qui est passée entre mes mains. J'ai des sauvegardes de la vidéo non éditée. J'ai des messages internes où Dubois se vante d'avoir de l'influence sur la direction opérationnelle, et j'ai les protocoles violés signalés un par un. » Elle ouvrit un dossier à l'écran avec plus de 40 fichiers classés par date. Alexandre regarda Sophie avec un mélange de respect et de gratitude.
Sophie, vous venez de faire plus pour cette entreprise en une seule nuit que beaucoup de dirigeants dans toute leur carrière. Merci. Puis il se tourna vers le détective. Sébastien, racontez-nous ce que vous avez trouvé. Sébastien Lenoir posa le dossier sur la table. Il l'ouvrit calmement. Monsieur Delacroix, j'ai passé toute la nuit à enquêter sur le schéma que Madame Sandrine Leroy a décrit dans la lettre que vous m'avez envoyée et les résultats sont accablants. Marc Dubois a exécuté des licenciements sous des accusations similaires pendant des années. Toutes les victimes ont été des femmes, toutes humbles, toutes sans ressources légales pour répondre, et dans au moins 3 cas confirmés, les inventaires manquants qu'il a attribués aux travailleuses sont ensuite apparus vendus dans des locaux informels du marché noir, traçables jusqu'à des intermédiaires directement engagés par lui. Cécile serra les poings sur ses genoux. J'ai identifié 7 licenciements suspects, continua Sébastien. Sur ces 7, 6 femmes vivent encore dans le même périmètre urbain. Je les ai toutes localisées, et l'une d'entre elles, la plus connue des autres employés, est Agnès Dupont. Elle vit dans une chambre louée derrière une boulangerie. Elle a perdu la garde temporaire de son fils pendant des mois faute de salaire prouvable. Aujourd'hui, elle survit en vendant des galettes salées dans une charrette près de l'arrêt de bus. Alexandre ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, son regard brûlait. « Vous avez pu la contacter ?»« Oui, monsieur, elle m'a reçu cette nuit. Au début, elle s'est méfiée de moi. Mais quand je lui ai dit que nous enquêtions sur Dubois, elle a fondu en larmes. Elle m'a dit qu'elle attendait depuis des années que quelqu'un la croie. Cécile parla pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. « Je veux la rencontrer aujourd'hui même. » Alexandre acquiesça. « Nous irons ensemble. » La boulangerie se trouvait à un coin de rue étroit où l'odeur du pain frais se mêlait au bruit des bus. Derrière une petite grille latérale, au fond d'une petite cour, se trouvait la chambre d'Agnès Dupont. C'était un petit espace, propre, avec un seul lit, une cuisinière, une image religieuse collée au mur et un cahier d'écolier ouvert sur une petite table. Agnès sortit les accueillir avec un tablier par-dessus ses vêtements. Ses yeux étaient éteints, mais sa dignité intacte. À peine vit-elle Cécile qu'elle se couvrit la bouche de ses mains et que ses yeux se remplirent de larmes. « Vous êtes celle de la vidéo » murmura-t-elle. « Celle qui n'a pas craqué, celle qui lui a parlé en face. » Cécile l'embrassa sans réfléchir. 2 femmes humiliées par le même homme, se reconnaissant sans s'être connues auparavant. Alexandre resta quelques pas en arrière, leur donnant de l'espace, mais il sentit les larmes lui monter aux yeux. De nouveau, ils s'assirent dans la petite chambre. Agnès leur raconta tout. Comment Dubois avait inventé un vol d'outils, comment il l'avait humilié devant ses collègues de l'équipe de nuit, comment elle avait perdu son salaire, puis la chambre où elle vivait, puis son enfant, qui avait dû aller vivre un temps chez une tante pendant qu'elle tentait de reconstruire quelque chose. Comment elle avait voulu porter plainte. Mais les avocats qu'elle avait consultés lui avaient dit que, sans preuve concrète, il n'y avait pas de dossier. Comment elle avait appris à faire des galettes salées de mémoire de sa mère, car c'était la seule chose dont elle n'avait pas besoin de patron pour subsister. Mais le plus dur, ce n'était pas de perdre mon travail, Madame Cécile. Le plus dur a été de voir les yeux de mon enfant quand j'ai dû le laisser chez ma sœur. Il avait à peine 7 ans. Il m'a demandé si j'allais cesser d'être sa maman, et j'ai dû lui mentir en lui jurant que nous allions nous retrouver rapidement, alors qu'au fond, je ne savais pas si ce serait vrai. Cécile lui prit les 2 mains. « Agnès, c'est fini. Vous n'êtes plus seule. Ce qu'on vous a fait, ils le paieront, et nous allons récupérer votre petit garçon avec vous. Je vous le jure sur l'âme de ma mère. » Alexandre s'avança, s'agenouilla près du lit d'Agnès pour être à sa hauteur. « Madame Agnès, je suis le propriétaire du groupe Delacroix Logistique. Je suis l'homme que vous avez maudit en silence pendant toutes ces années pour ne pas avoir protégé vos propres employés. Et vous aviez raison, je ne regardais pas en bas. Je regardais les bilans, les rapports, les chiffres. Et pendant que je signais des papiers dans mon bureau, des hommes comme Dubois détruisaient des vies comme la vôtre en utilisant mon entreprise comme bouclier. » Agnès le regarda les yeux grands ouverts. « Monsieur, écoutez-moi. Aujourd'hui, je suis ici pour vous demander pardon personnellement et pour vous dire que tout ce qui vous a été enlevé vous sera restitué. Le salaire de toutes ces années, les dommages moraux, la chambre que vous avez perdue. Et vous aurez un emploi digne dans mon entreprise le jour où vous voudrez revenir, mais seulement le jour où vous le voudrez, car personne d'autre en mon nom ne vous forcera à quoi que ce soit. » Agnès se couvrit le visage de ses 2 mains et pleura longuement. Cécile lui tendit un mouchoir. Avant de partir, Alexandre lui donna une carte avec un numéro direct. « Appelez-moi quand vous voulez. La nuit. Au petit matin. Quand vous voulez. Maintenant, ce numéro est aussi le vôtre. » Quand ils sortirent de la chambre, Alexandre s'arrêta un instant au coin de la boulangerie, appuya sa main contre le mur et respira profondément. Cécile s'approcha. « Vous allez bien, monsieur Alexandre ?»« Non, Cécile, je ne vais pas bien, mais pour la première fois depuis très longtemps. Je ne veux pas l'être encore.
Je crois que j'avais besoin de ressentir cela. Je crois que mon âme était engourdie par tant de confort. Ils marchèrent ensemble vers la voiture où Pierre Lambert les attendait en silence. Ce même après-midi, Alexandre convoqua un conseil d'administration extraordinaire. Il ne demanda la permission à personne. Il informa simplement que la réunion était obligatoire et que tous devaient être présents. Marc Dubois, convoqué avec les autres directeurs opérationnels, entra dans la salle la poitrine bombée, sans se douter de ce qui l'attendait. Quand il vit Cécile assise à côté de M. Delacroix, son visage se décomposa en un instant. « Que fait cette femme ici ?» demanda-t-il en élevant la voix. « C'est une réunion de direction. Asseyez-vous, Dubois, » répondit Alexandre, sans lever les yeux des papiers. « Et baissez la voix, aujourd'hui c'est moi qui vais parler. » Marc s'assit, confus, tentant toujours d'imposer sa présence par son attitude. Alexandre ouvrit un dossier. Sur la table, il déploya des photographies, des inventaires croisés, des documents signés et des registres de mouvements dans les entrepôts secondaires. Monsieur Dubois, depuis des années, vous utilisez cette entreprise comme un outil privé pour votre enrichissement personnel. Depuis des années, vous construisez de fausses accusations contre des femmes humbles pour détourner l'attention des vols que vous exécutez vous-même avec des intermédiaires. Depuis des années, vous utilisez mon nom, ma signature et mon entreprise comme bouclier pour vos propres activités illégales. Marc se leva. C'est un mensonge, j'ai des années de service impeccable. Vous n'avez aucune preuve de rien. Des preuves? Alexandre se leva également. Il montra les dossiers sur la table. Ici, vous avez des preuves. Ici, vous avez des noms. Ici, vous avez des dates approximatives. Ici, vous avez des témoins prêts à témoigner. Ici, vous avez la déclaration signée de Madame Agnès Dupont, une femme que vous avez ruinée, et à qui je restitue aujourd'hui même sa dignité et son gagne-pain. Marc pâlit. Vous. Et de plus, Monsieur Dubois, ici vous avez la déclaration de 5 autres femmes, toutes licenciées par vous sous de fausses accusations, toutes prêtes à témoigner, toutes accompagnées par une équipe légale que mon entreprise paiera de sa propre poche pour rendre justice. Les autres directeurs de la salle observèrent la scène dans un silence absolu. Certains baissèrent les yeux, d'autres regardèrent Marc avec des expressions mêlant surprise et condamnation. Personne n'osa le défendre. Alexandre se tourna vers les avocats d'entreprise. Laurent, Juliette, procédez à la notification formelle. Monsieur Dubois est immédiatement renvoyé de l'entreprise pour faute grave prouvée. Tous les paiements en attente sont retenus en attendant la résolution des procédures administratives correspondantes et mettez immédiatement à la disposition du ministère public tous les documents recueillis. Vous ne pouvez pas me faire ça, cria Marc, la voix brisée. J'ai une famille, j'ai des responsabilités. Cécile, qui était restée silencieuse pendant toute la réunion, le regarda alors pour la première fois. Moi aussi j'ai une famille, Monsieur Dubois. J'avais des collègues dans ce dépôt qui étaient ma famille. J'avais des enfants dans un foyer humble qui sont ma famille. Et vous alliez nous couler tous avec la même facilité qu'hier, vous avez signé mon licenciement. Alors ne prononcez pas ce mot avec nous, vous ne savez pas ce que cela signifie. Le silence qui suivit fut écrasant. Marc fut escorté hors de la salle par 2 agents de sécurité de l'entreprise. Avant de sortir, il se tourna une dernière fois vers Cécile avec un regard de haine. Mais elle ne lui rendit pas son regard. Elle n'avait plus de temps pour lui. Elle regardait vers l'avenir. Cette nuit-là, en rentrant au foyer de l'aube, Cécile trouva Thomas qui l'attendait, assis sur la pierre plate de la cour, regardant la lune entre les branches du cerisier. « Tante, tu as gagné. » Cécile s'assit à côté de lui passa le bras autour des épaules. « Aujourd'hui, oui, mon amour, mais cette histoire n'est pas encore finie. Il y a plus d'enfants à aider, plus de foyers à ouvrir, plus de voix à élever. » Thomas posa sa tête sur l'épaule de Cécile, et entre les feuilles de l'arbre, les premières étoiles de la nuit brillèrent comme des témoins silencieux de quelque chose de bien plus grand qui ne faisait que commencer. Pendant les semaines qui suivirent le départ de Marc Dubois, toute l'entreprise sembla respirer différemment. Les couloirs du dépôt changèrent de ton. Les collègues qui auparavant baissaient les yeux commencèrent à se saluer avec un sourire ouvert. Sandrine Leroy fut promue superviseur de l'équipe du matin. Le gardien Bernard Garnier reçut une reconnaissance publique pour son intégrité. Et les documents recueillis par le détective Sébastien Lenoir étaient déjà entre les mains du ministère public, avançant avec un poids qu'aucun avocat acheté ne pouvait freiner. Juliette Rousseau, l'avocate d'entreprise, coordonnait avec Laurent Lefebvre la restitution financière à chacune des 7 femmes identifiées, non seulement Agnès Dupont, mais aussi Sophie Gauthier, Margot Pichon, Adeline Leroy, Bérénice Pelletier, Rose Dumont et Eugénie Moreau. Toutes visitées, toutes écoutées, toutes reconnues comme victimes d'un schéma qui avait été ignoré pendant trop longtemps. Alexandre Delacroix avait changé. Il n'était plus le même homme qui entrait en hâte dans son bureau. Désormais, il arrivait tôt,
passait par le dépôt pour saluer les travailleurs par leur nom et terminait ses journées au foyer de l'Aube, aidant à servir le dîner ou s'asseyant sur la pierre plate près du cerisier pour écouter les histoires de Thomas. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas encore affronté, quelque chose qu'il avait gardé au fond de sa poitrine, comme une petite pierre lourde, quelque chose que Cécile Leclerc avait remarqué sans rien dire. Son fils Jules Delacroix, un adolescent grand et silencieux, qui vivait dans la même immense maison qu'Alexandre, mais qui, depuis des années, ne croisait pas plus de 3 mots par jour avec lui. Depuis le décès de la mère de Jules, père et fils étaient devenus 2 habitants d'un même château silencieux. Un après-midi, Cécile osa aborder le sujet. « Monsieur Alexandre, ce ne sont pas mes affaires, mais vous reconstruisez la vie de nombreuses personnes, et celle de votre propre fils. » Alexandre baissa les yeux vers la tasse de café qu'il tenait entre ses mains. « Cécile, avec Jules, je ne sais plus par où commencer. Il me regarde comme si j'étais un étranger, et il a raison. Pendant des années, j'ai été un étranger. Alors, cessez de l'être. » Alexandre la regarda. Cécile sourit avec cette tendresse ferme de toujours. « Amenez-le au foyer. Ne lui expliquez rien avant. Laissez-le voir de ses propres yeux. » Cette même nuit, Alexandre attendit Jules dans le grand salon de la maison. Le jeune homme descendit les escaliers, ses écouteurs sur les oreilles, les sourcils froncés et l'attitude de celui qui avait déjà décidé que cette conversation serait également vide. « Jules, demain je veux t'emmener quelque part. Papa, j'ai des projets. Je te demande seulement un après-midi. Après, si tu veux, tu ne me parleras plus de toute ta vie, mais donne-moi cet après-midi. » Le jeune homme retira un écouteur, le regarda avec méfiance. « Quel endroit? Un endroit où il y a très longtemps, quelqu'un a sauvé la vie à ta grand-mère Catherine et à moi. Un endroit que j'ai trahi pendant des années par mon oubli, et qui aujourd'hui m'apprend tout ce que j'aurais dû t'apprendre. » Jules resta silencieux. Quelque chose dans le ton de son père était nouveau. Sans s'en rendre compte, il acquiesça de la tête. Quand la voiture s'arrêta devant la clôture en bois du foyer de l'Aube, Jules regarda par la fenêtre avec un mélange de curiosité et de méfiance. Jamais de sa vie il n'avait été dans un quartier comme celui-ci, ni dans une rue en terre, ni devant une humble maison au toit de tôle rafistolé. Alexandre descendit le premier, Jules le suivit lentement. À l'intérieur, les enfants jouaient dans la cour arrière. Brigitte lavait les assiettes près de la cuisinière, Madame Clara allaitait son bébé assise sur une chaise en plastique. Léa courait derrière une poule distraite. Et sur la longue table de la cour intérieure, Cécile pliait des cartons avec Thomas. Thomas fut le premier à voir Jules. Il resta immobile à le regarder. Jules ne savait pas quoi faire. Il plongea les mains dans ses poches, fit un pas de côté comme quelqu'un qui cherche à partir sans être remarqué. Mais Thomas se leva de sa chaise, marcha vers lui sans crainte et lui tendit la main. « Salut, je suis Thomas. Tu es le fils de Monsieur Alexandre. » Jules hésita. Personne ne lui avait jamais parlé avec cette simplicité. Dans son école privée, tous calculaient chaque phrase avant de lui adresser la parole. Il serra la main de l'enfant maladroitement. « Oui, je suis Jules. Viens, je vais te montrer le cerisier que ta grand-mère Catherine a aidé à planter. » Jules se tourna vers son père, confus. Alexandre acquiesça, les yeux humides. Le jeune homme suivit l'enfant jusqu'au centre de la cour. Pendant l'heure suivante, Thomas raconta à Jules toute l'histoire d'une voix claire, comme quelqu'un qui n'a pas l'âge de mentir. Il lui parla de Madame Solange, de la maladie de Catherine, de comment cet arbre avait grandi avec les boucles d'oreilles en or d'une mère qui avait tout donné, de comment ce petit garçon maigre du conte était maintenant son papa. Jules écouta. Il n'interrompit à aucun moment. Il ne fit à aucun moment la grimace d'ennui, ni ne sortit son téléphone. Finalement, il s'assit simplement sur la pierre plate, regarda l'arbre, se passa une main sur les yeux. Alexandre s'approcha lentement, s'assit à côté de son fils. « Papa, pourquoi ne m'as-tu jamais rien raconté de tout cela ? » « Parce que je l'avais moi-même enterré, mon fils. Parce que je croyais que le mieux était d'oublier. Et tandis que j'oubliais qui j'avais été, j'ai aussi oublié d'être ton père. Je te demande pardon, Jules, pour toutes les années où je n'ai pas été là, pour tous les silences, pour toutes les fois où j'ai préféré une réunion à un dîner avec toi. » Jules ne répondit pas immédiatement. Il baissa la tête, ses épaules tremblèrent et soudain cet adolescent à la carapace dure, ce jeune homme qui faisait semblant depuis des années que rien ne lui importait, se pencha vers son père et l'embrassa. Il l'embrassa longuement. Il l'embrassa comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était très petit. Cécile les vit depuis la porte de la cuisine. Elle porta les mains à sa poitrine. Les larmes lui roulèrent sans prévenir. Cette même nuit, de retour à la maison, Alexandre invita son fils dans son bureau. Il lui montra la boîte en fer blanc que Cécile lui avait remise. Il lui montra la lettre de Catherine, il lui montra le journal de Solange, et là, entre les pages du journal, ils trouvèrent ensemble une feuille volante qu'Alexandre n'avait pas encore examinée. C'était une brève annotation écrite par Solange des années après la mort de Catherine. Aujourd'hui,
j'ai reçu la visite de l'oncle qui avait emmené le petit Alexandre, un homme âgé, de peu de mots, il est venu les yeux tristes. Il m'a dit qu'il n'était pas capable d'élever l'enfant comme il le méritait, mais que les papiers légaux l'obligeaient à s'y conformer. Il m'a supplié de lui pardonner si un jour l'enfant grandissait sans amour. Il m'a promis au moins d'assurer qu'il ne manquerait jamais de nourriture ni d'école. J'ai prié pour lui et j'ai prié pour Alexandre, car parfois, ceux qui remplissent une obligation sans affection font plus de mal silencieux que ceux qui abandonnent de front. Alexandre lut l'annotation 2 fois. Jules l'observait de l'autre côté du bureau. « Papa, cet oncle, c'est celui qui t'a élevé. » « Oui. » Et je n'ai jamais pu m'expliquer pourquoi j'ai toujours senti qu'il remplissait un devoir, pas un sentiment. Aujourd'hui, je comprends. Il a fait ce qu'il a pu, mais la froideur avec laquelle j'ai appris à vivre venait de là. Et moi, sans m'en rendre compte, je te transmettais cette même froideur. Jules s'approcha, posa une main sur celle de son père. « Tu ne le feras plus, papa. Tu ne le feras plus. » Le lendemain, au foyer de l'Aube, Agnès Dupont arriva en marchant, tenant par la main un petit garçon. L'enfant regardait tout de ses grands yeux, émerveillé par le cerisier, par les autres enfants qui couraient, par l'odeur de ragoût sortant de la cuisine. « Cécile, je te présente mon fils. Aujourd'hui, je l'ai récupéré. » La juge a confirmé ce matin. Cécile s'agenouilla devant l'enfant. Elle lui caressa la joue avec tendresse. « Bonjour, mon amour. Bienvenue au foyer. » L'enfant sourit timidement et se rapprocha d'Agnès, se cachant derrière sa jupe. Thomas s'approcha avec un carton découpé en forme d'avion et le lui tendit en cadeau. « Viens. Je vais t'apprendre à faire voler ça. » Les deux enfants s'enfuirent en courant vers le fond de la cour. Agnès et Cécile restèrent côte à côte, les regardant s'éloigner. Aucune ne dit rien, ce n'était pas nécessaire. Dehors, devant le portail, une voiture sombre se gara. 3 personnes en descendirent avec des caméras et des carnets. Un journaliste s'approcha de la clôture avec respect. « C'est le foyer de l'Aube ? Nous venons de Nouvelles du Sud. On nous a dit qu'il y avait ici une histoire que le pays entier devrait connaître. » Cécile regarda Brigitte. Brigitte regarda Cécile, et pour la première fois depuis des décennies, le foyer était sur le point de sortir de l'anonymat. L'équipe de Nouvelles du Sud entra au foyer de l'Aube, avec le respect de celui qui foule un sol sacré. La reporter s'appelait Anne Duval. C'était une femme sérieuse, à la voix douce, qui avait demandé par téléphone l'autorisation à Cécile avant d'introduire la moindre caméra à l'intérieur de la cour. Cécile avait accepté à une seule condition, qu'on ne la fasse pas, elle, la protagoniste du reportage, qu'on parle de Madame Solange, des femmes du foyer, des enfants, du cerisier. L'interview dura toute la matinée. Anne écouta, les yeux brillants. Brigitte montra les berceaux en carton qu'elle avait assemblés au fil des ans. Madame Clara raconta comment elle était arrivée sans but avec son bébé et avait été accueillie sans question. Léa récita un poème qu'elle avait appris avec tante Cécile. Thomas, assis sur la pierre plate, raconta de sa voix claire l'histoire du petit garçon maigre du conte, sans nommer Alexandre, car Cécile lui avait demandé de respecter ce secret qui lui était encore propre. Alexandre Delacroix observait depuis un coin de la cour avec Jules. Il avait décidé de ne pas apparaître à la caméra. Ce n'était pas son moment, c'était le leur. Quand le reportage fut diffusé, le pays entier s'arrêta. Les réseaux sociaux se remplirent de commentaires. Des milliers de personnes pleurèrent devant leurs écrans. La vidéo qui des mois auparavant avait humilié Cécile aux entrepôts logistiques Île-de-France fut remplacée sur les plateformes par une nouvelle vidéo. Celle où Brigitte montrait un berceau en carton avec des petites étoiles peintes. Celle où Léa récitait son poème les mains jointes. Celle où Thomas disait, regardant directement la caméra avec cette dignité des enfants qui ont déjà trop vécu, « Ma tante Cécile m'a appris que les bonnes personnes n'ont pas besoin qu'on les voie. Il leur suffit de savoir qu'elles font ce qui est juste. » Cette phrase parcourut le continent entier en quelques jours. La réponse publique fut un tsunami. Des dons arrivèrent de lieux inattendus. Des familles humbles envoyant de petites sommes dans des enveloppes avec des lettres manuscrites. Des entreprises de taille moyenne offrant des services, des universités invitant Cécile comme oratrice, des écoles demandant à visiter le foyer avec leurs élèves et des mères anonymes envoyant des messages confessant que cette histoire leur avait rendu la foi en quelque chose qu'elles croyaient perdue. Alexandre ne bougea pas du milieu, mais ne resta pas non plus en marge. Il convoqua sa propre conférence de presse, une seule, courte, à la porte de sa tour corporative. Il parla debout, sans pupitre, sans conseiller derrière, avec Jules à ses côtés. « Mon nom est Alexandre Delacroix. Pendant des années, j'ai construit un empire en ignorant les personnes qui soutenaient chaque brique de mes bâtiments. Aujourd'hui, je déclare publiquement 2 choses. La première, que le groupe Delacroix Logistique va affecter une partie permanente de ses revenus à la Fondation Solange Fournier, officiellement créée à partir d'aujourd'hui.
dédiée à protéger et accompagner les femmes humbles, victimes de licenciements arbitraires et d'abus professionnels silencieux. La seconde, que cette fondation ne portera pas mon nom, elle portera le nom de la femme qui m'a sauvé quand j'étais un tout petit enfant. Car les empires se construisent avec des chiffres, mais les héritages se construisent avec la gratitude. Le discours dura moins de 2 minutes, mais fut partagé des millions de fois. Les jours passèrent. Le foyer fut restauré avec l'aide des donateurs, mais en respectant chaque détail original. Le cerisier resta intact. La pierre plate resta à sa place. Les rideaux usés furent remplacés par de nouveaux, mais Brigitte garda les anciens dans un coffre comme une relique. La clôture en bois fut renforcée. 2 chambres supplémentaires furent ajoutées au fond, une petite bibliothèque avec des livres donnés par les écoles du pays et une nouvelle plaque à côté de l'ancienne plaque de Madame Solange qui disait « Ici, tout le monde est accueilli. Là où il y a un cœur, il y a un abri. » Marc Dubois fut formellement condamné par le système judiciaire. Les biens accumulés grâce à ces vols furent remis comme partie de la restitution aux victimes. Il ne réapparut dans aucun document public. Son histoire se termina comme se terminent toutes les histoires de ceux qui ont cru pouvoir humilier les humbles sans conséquence. Dans le silence de l'oubli, Agnès Dupont accepta l'emploi qu'Alexandre lui offrit, mais non comme ouvrière, mais comme coordinatrice du nouveau programme d'accompagnement des travailleuses dédiées à la surveillance des protocoles internes de l'entreprise et à la prévention de toute forme d'abus. Son fils, définitivement réintégré, fut inscrit dans la même école publique où Thomas avait été. Sophie Martin fut promue directrice générale des ressources humaines du groupe. Isabelle Moreau conserva son poste d'assistante personnelle, mais Alexandre reconnut officiellement ses années de loyauté par un ensemble de mesures qui lui permirent enfin de construire sa propre maison, ce qu'elle n'avait jamais réussi à faire. Sandrine Leroy, depuis sa nouvelle position de superviseur, fonda un petit comité interne de travailleuses pour examiner les plaintes silencieuses. Bernard Garnier resta le gardien du portail, mais maintenant il entrait et sortait la tête haute. Le détective Sébastien Lenoir fut embauché de manière permanente par l'entreprise pour auditer d'autres dépôts dans différentes régions, et les 6 autres femmes sauvées par l'enquête suivirent leur chemin avec une restitution intégrale. Jules Delacroix revint au foyer tous les week-ends, sans que personne ne le lui demande. Il avait commencé à aider les enfants avec leurs devoirs scolaires. Il avait découvert presque par hasard qu'il était bon pour expliquer les mathématiques. Thomas l'avait adopté comme un grand frère silencieux. Un après-midi, marchant ensemble dans la cour, Jules s'arrêta devant le cerisier. « Papa, je veux étudier quelque chose qui serve à des endroits comme celui-ci. Je ne veux pas gérer des entreprises. Je veux faire des lois qui protègent les gens que personne ne protège. » Alexandre ne répondit pas immédiatement. Il lui passa le bras autour des épaules, le serra fort contre sa poitrine et sourit, les yeux remplis de larmes. « Ta grand-mère Catherine aurait été fière de toi, mon fils, et moi aussi. » Un matin tranquille, Cécile monta dans la petite chambre où elle vivait. Elle s'approcha du miroir et pour la première fois depuis longtemps, décolla la vieille photo qu'elle y avait depuis des mois, celle où sa mère embrassait une femme malade et un petit garçon aux grands yeux. La photo du petit garçon maigre, elle l'emporta avec elle au foyer. Elle la tendit à Alexandre sans dire un mot. Alexandre la prit d'une main tremblante, reconnut sa mère, reconnut Madame Solange, se reconnut lui-même, petit, serré contre la jupe de la femme qui lui avait donné le premier plat chaud de sa vie. « Cécile, où était cette photo ?» Collée au miroir de ma chambre. Chaque nuit avant de me coucher, je regardais le petit garçon et je lui souhaitais bonne nuit, sans savoir qui il était, sans savoir qu'un jour il arriverait en marchant à cette porte. Devenu un homme, Alexandre ne put parler, il rangea la photo contre son cœur. Le dernier jour de cette année-là, le foyer de l'Aube organisa un dîner ouvert pour tout le quartier. De longues tables dressées avec des cartons recouverts de tissus, de grandes marmites de soupe fumante, du pain frais, des centaines de petites bougies réparties dans la cour. Les voisins vinrent, les familles des enfants du refuge vinrent, les femmes secourues vinrent, les travailleurs du dépôt, anciens et nouveaux, vinrent. Anne Duval vint avec son équipe, mais cette fois sans caméra, juste pour manger. Jules vint avec une amie du collège qui avait insisté pour connaître l'endroit. Sophie, Isabelle, Sandrine, Bernard, Sébastien, Laurent, Juliette, Agnès avec son fils par la main, Madame Clara avec son bébé endormi sur l'épaule, Léa courant entre les jambes des invités. Au centre de la cour, sous le cerisier, Alexandre et Cécile s'assirent côte à côte sur la pierre plate. Thomas s'installa entre les deux, comme toujours. Brigitte demanda le silence d'un léger coup de cuillère sur une marmite. Tous se turent. Même le vent sembla s'arrêter. « Cécile, ma fille, dis quelques mots, l'endroit te les demande. » Cécile ne voulait pas, mais Thomas la poussa doucement de l'épaule. Elle se leva, regarda autour d'elle, respira profondément
et parla d'une voix des plus sereines. « Pendant longtemps, j'ai marché dans cette ville en portant des cartons vides. Les gens riaient, les gens me montraient du doigt, les gens juraient que j'étais une voleuse, que j'étais folle, que je ne valais rien. Mais ces cartons n'ont jamais été vides. Ces cartons portaient la mémoire de ma mère, portaient les rêves de ses enfants, portaient la faim de dames qui n'avaient nulle part où aller, portaient le silence de toutes les femmes qui furent un jour humiliées par quelqu'un de plus fort et n'eurent pas de voix pour se défendre. » Elle fit une pause, les yeux lui brillaient. « Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose que ma mère m'a appris, que les personnes de valeur ne se mesurent pas à ce qu'elles portent dans leurs bras, elles se mesurent à ce qu'elles portent dans leur cœur. Qu'un carton vide entre de bonnes mains peut construire des berceaux pour bébés, des tables pour enfants, des toits pour mères sans abri, et qu'un carton rempli d'or entre de mauvaises mains ne suffit même pas à acheter la paix d'une minute. » Les yeux de tous les présents étaient humides. Même les enfants, bien qu'ils ne comprenaient pas tout, sentaient que quelque chose de grand était en train d'être dit. « Merci, monsieur Alexandre, d'être revenu. Merci, Jules, d'avoir écouté. Merci à chacune d'entre vous, femmes, de vous être relevées après chaque humiliation. Merci, maman, où que tu sois, de m'avoir appris que l'amour véritable ne reste jamais dans une boîte, il se partage toujours. » Elle resta silencieuse, baissa les yeux et puis, d'une dernière voix, murmura « Béni soit ce foyer, béni soit cet héritage de carton vide, béni soient les personnes qui ne renoncent jamais. » La cour éclata en applaudissements, en larmes, en embrassades croisées. Thomas se leva sur la pierre plate et embrassa Cécile par la taille. Alexandre serra Jules dans ses bras, les femmes s'embrassèrent entre elles. Les enfants coururent parmi tous, distribuant des rires comme des cadeaux. En haut, entre les feuilles du cerisier, la brise agita doucement les branches, comme si quelqu'un, de quelque part, avait enfin fermé un livre après de très longues années d'attente patiente. Et dans cette cour de terre, sous un arbre planté avec les boucles d'oreilles en or d'une mère mourante, construit avec les mains rudes d'une femme humble qui portait des cartons vides chaque après-midi, le monde trouva ce qu'il avait oublié de chercher, que la dignité ne pèse pas, que la bonté ne s'épuise jamais et que les cœurs véritables, même si le monde ne les voit pas passer, portent toujours quelque chose de sacré entre les bras,